à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine, nous retrouvons Lucie Mosca, guide conférencière et médiatrice au musée Unterlinden, pour découvrir l'objet du mois de décembre. Après nous avoir présenté les arts de la table depuis le Moyen-Âge jusqu'au banquet de Versailles au travers des collections du musée, elle nous propose aujourd'hui de nous attarder sur la fonction de l'œuvre. En effet, dans les salles du musée, les œuvres sont présentées selon une période ou une thématique et sont ainsi déconnectées de leur contexte de création. L'objectif de Lucie Mosca est donc pour ce nouveau rendez-vous de replacer ces œuvres dans leur contexte, de nous expliquer pourquoi elles ont vu le jour. Car les œuvres sont créées ou commandées pour des raisons précises, décorées, enseignées ou encore évacuer un mal-être dans le cas de certaines œuvres d'art contemporain. Pour cette prochaine séance au musée, je voulais qu'on s'interroge sur la fonction des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous voyons les œuvres dans les musées, quand nous les observons, ces œuvres sont complètement décontextualisées. Elles n'ont pas été créées comme œuvres d'art. Nous leur avons donné ce statut d'œuvre d'art. Elles ont été créées au départ comme des objets qui ont différentes fonctions. Je voulais donc qu'on observe aujourd'hui tous les objets du musée sous cet angle-là. Pourquoi ont-ils été créés? Par qui ont-ils été commandés? Par qui ont-ils été créés? Et quelle était leur fonction au départ avant d'arriver dans un musée? Par exemple, la tapisserie de la reine jouant aux échecs. C'est une tapisserie qui date de la fin du XVe siècle. Une tapisserie sert à trois choses principalement. La première est de décorer. C'est un objet qui est tissé avec de la laine, avec du lin, et ça permet d'isoler un mur en pierre, par exemple, du froid, de l'humidité, des courants d'air. Et enfin, une tapisserie est un objet très coûteux. Et donc, c'est également un marqueur social, c'est un signe de richesse, la tapisserie. Il faut se rappeler qu'à l'époque de notre tapisserie, les seigneurs ont encore un mode de vie qui est nomade. C'est-à-dire que pour bien administrer leurs terres, ils sont obligés de se déplacer de demeure en demeure, de château en château. Cela signifie que les meubles sont soit démontables, soit suffisamment rustiques, robustes pour être laissés sur place. Alors comment exprimer sa richesse si on ne peut pas la montrer par le mobilier? Eh bien, on va l'exprimer via quelque chose que l'on peut facilement déplacer. Soit un petit objet de l'orfèvrerie par exemple, soit une tapisserie. D'autres objets ont été créés pour accompagner les gens au quotidien. Par exemple, le reliquaire de Saint Hippolyte. Un reliquaire est un réceptacle qui sert à recevoir les restes de personnes saintes et on va vouer une dévotion à ces restes et par extension, on voue une dévotion au réceptacle qui abrite ces restes, c'est-à-dire au reliquaire. Et si on lit une définition du reliquaire, par exemple sur Internet, on va vous dire que la production des reliquaires a été telle pendant une période donnée, à savoir le Moyen-Âge, que l'art des reliquaires s'est développé jusqu'à ce que cela devienne des œuvres d'art. On a donc bien ce glissement-là qui se fait, mais qui est notre regard à nous sur un objet du Moyen-Âge. L'objet est complètement doré. Alors maintenant, imaginons que le reliquaire est situé dans une chapelle dans laquelle il y a peu de lumière, nous sommes au Moyen-Âge, et on s'approche peut-être avec une chandelle parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et quand on approche la chandelle de notre objet doré, il va se mettre à scintiller. Et là, je crois qu'au Moyen-Âge, les fidèles devaient vraiment avoir l'impression que la présence divine arrivait dans la chapelle ou descendait sur eux, parce que le créateur de ce reliquaire a fait en sorte qu'on ait cette dimension spirituelle par l'or dont il est couvert qui se met à scintiller dès que l'on approche une chandelle. Maintenant, si on regarde le vase de fleurs de Soutine, alors ça c'est bien un tableau qui est créé
comme œuvre d'art. Mais il est quand même intéressant de s'interroger sur le rapport que Soutine avait à l'art. C'est-à-dire que quand on regarde la production de Soutine, on se rend compte que pour lui, créer est plus qu'une passion, créer est un besoin. Il a ce besoin vital de créer, ce besoin vital de peindre. Par ailleurs, il a une relation qui est très ambiguë à sa production artistique, parce qu'il n'hésite pas parfois à détruire certaines de ses œuvres d'art, parce qu'il veut enlever une partie de sa production, voire une partie de sa vie. Il a aussi une relation ambiguë avec les acheteurs, qu'il escroque parfois, une relation ambiguë avec les collectionneurs, les galeristes, avec qui il a des relations parfois très compliquées. Et donc cette fois-ci, c'est l'artiste qui nous pose la question du rapport à l'œuvre en tant que propriété qui vient se greffer sur la fonction de l'œuvre, à savoir est-ce que c'est de l'art, est-ce qu'on l'expose dans un musée ou est-ce qu'on l'a créé par besoin vital. Et ça peut être les deux aussi. Et c'est ce qu'on voit avec le vase de fleurs de Soutine. Et enfin, on a les œuvres qui ont été créées pour enseigner, pour nous interroger, pour nous faire comprendre quelque chose. On va prendre deux exemples distincts et distants de 8 siècles à peu près. Tout d'abord, un chapiteau roman qui date du milieu du XIIe siècle et qui représente la dernière communion de Sainte Marie l'Égyptienne. Admettons que je ne vous ai pas donné le titre. C'est un chapiteau qui est très simple à comprendre parce que la sculpture romane vise à être compréhensible par tous. Sur la gauche, vous avez ce personnage qui porte la tonsure, qui a une robe à capuche, donc c'est un moine. De l'autre côté, vous avez une femme qui est dotée d'une très longue chevelure, et pour être sûr de bien l'identifier, vous avez son nom qui est écrit en lettres capitales à côté d'elle, Maria. Et au milieu du chapiteau, on a l'explication de la scène. Vous avez le moine qui tend une main tenant une petite boîte, c'est une pyxide pour ranger les hosties, et dans son autre main, il a précisément une hostie. Et comment est-ce qu'on sait que ce sont des objets, disons, consacrés, bénis? Parce qu'au milieu, on a un ange qui descend sur la scène. On peut maintenant observer la deuxième œuvre, donc cette œuvre qui date du XXe siècle et qui, là aussi, fait appel à nos capacités de réflexion, qui nous interroge également. C'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Anya Sternauer et vous avez un tondo portant le nom de Martin Schongauer. L'école Marien comprendront que c'est Martin Schongauer dont le nom a été féminisé. Et l'objectif d'Anya Sternauer est d'attirer notre attention sur la place des femmes dans la société, la place des femmes dans l'histoire et également la place des femmes dans l'histoire de l'art. Et en mettant en lumière une absence, elle révèle en fait une part d'ombre, aussi bien dans l'histoire de l'art que finalement en chacun de nous. Elle s'intéresse beaucoup à ces questions de bisexualité psychique, le fait qu'on ait en chacun de nous une part féminine et une part masculine. Et avec cette œuvre-là, eh bien, elle nous amène à nous interroger dessus et sur la manière dont on considère l'histoire, la manière dont on considère l'histoire de l'art et la manière dont on se vit dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'histoire de l'art, on analyse les œuvres d'art. Donc on a pris l'habitude de réfléchir en les regardant. On les raccroche à l'histoire de l'art, on les raccroche à un style, on les analyse à travers la personnalité de l'artiste, à travers sa formation, etc. Lorsqu'un seigneur entrait dans la demeure d'un autre riche seigneur et voyait une tapisserie, finalement, ce serait l'équivalent de quand nous, aujourd'hui, voyons une très belle voiture garée devant la maison du voisin. On se dit il a pu se la payer, il a de l'argent. Et peut-être que c'est ça, en fait, que ressentaient les contemporains de la tapisserie de la reine jouant aux échecs. De la même manière, peut-être que notre chapiteau roman est l'équivalent d'une bande dessinée. On va lire l'histoire, on la lit avec des images parce qu'on n'est pas forcément capable de lire. Donc ce sont des objets qui n'ont pas forcément tous été créés
pour susciter de notre part une réflexion, mais peut-être simplement une observation, de l'admiration, peut-être éventuellement un sentiment autre, mais qui est complètement personnel et qui ne passe pas par l'analyse. Si vous souhaitez découvrir les collections du musée Unterlinden aux côtés de Lucie Mosca, sachez que les 2 prochaines visites auront lieu le jeudi 7 décembre autour de cette thématique de la fonction de l'œuvre et le jeudi 11 janvier 2018 autour du costume. Si vous souhaitez participer à ces visites, il est impératif de vous inscrire au 03 89 20 22 79 ou par mail à l'adresse réservation@musée-unterlinden.com. Un supplément de 4,50 € vous sera demandé. Voilà, c'est ainsi que s'achève votre émission Curiosité, du moins pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la nouvelle exposition de la Galerie Audet. En attendant, salut!